Un balado Radio-Canada audio. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Tellement Soccer spécial Coupe du Monde. C'est pas terminé encore. Bonjour Olivier. Allô. Salut Hassoun. Bonjour. Hassoun, qu'est-ce que serait ta vie sans le football? C'est toute la question du week-end, si ça intéresse les auditeurs aujourd'hui. J'ai pas trouvé la réponse encore. Mais c'est ça, je pense pas que je la trouverai, mais c'est vrai que les émotions que nous donne la Coupe du Monde me donnent à réfléchir sur ma vie, tiens Olivier. Non, mais si vous avez des idées de nouvelles passions pour Hassoun, peut-être qu'il va se mettre au tricot. Pourquoi pas? Modèle à coller, je sais pas, mais là, je veux dire, la Coupe du Monde achève, puis après ça, sa vie va être... Non, on va continuer dans le monde du foot. Il y a une Coupe du Monde l'été prochain. Exactement. Ça finit pas. Exactement. Les gars, bon, il y a les demi-finales. On est lundi, demi-finale demain et après-demain, mais c'est notre dernier balado avant cette fameuse finale. La prochaine fois qu'on va se parler, ben, on va savoir qui est ce fameux champion. La France. Donc, bon, voilà, ça commence, la France. Donc là, on va décortiquer un peu chaque nation et il faut commencer par parler du Maroc. C'est une équipe différente. Ils nous ont posé beaucoup plus de problèmes que l'Espagne. On voit qu'ils nous ont étudiés, ils ont fait beaucoup d'appels entre les lignes, beaucoup d'appels dans l'espace parce que d'habitude on est en bloc médian. Et on pose beaucoup de problèmes. Eux, ils ont beaucoup de qualité technique. Quand on voit le banc, faire entrer Ronaldo, Léao, Pimpin et Pom-Pom-Pom, tu peux que défendre. Et c'est ce que j'arrête pas de dire à ceux qui nous critiquent. Je comprends même pas comment on peut nous critiquer. On joue avec nos valeurs, on joue avec notre cœur. Le football, c'est ça aussi. On donne d'autres choses. On joue avec nos moyens. On a perdu beaucoup de bons joueurs avant la Coupe du Monde. On en a perdu pendant et on se bat avec nos armes. Et je pense que c'est beau pour le football de montrer que si on a un groupe uni, si tactiquement on est en place, eh ben on peut soulever des montagnes. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Impossible de rêver ça. Hein. Écoute, je suis arrivé il y a 3 mois en pompier de service. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup travaillé avec les joueurs, beaucoup de vidéos, beaucoup de travail tactique pour qu'ils comprennent vraiment ce que je veux. On s'est même pris la tête des fois avec certains, mais ils ont compris où je voulais aller. Après, comme j'ai envie de dire, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui parlaient, alors je vais sortir un proverbe. La défaite est orpheline et la victoire, elle se partage avec beaucoup de monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui veulent s'accaparer ça, mais c'est le groupe qui l'a pris, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est ni le coach, ni d'autres. Donc, la victoire a plein de paires, je crois que c'est ça, pour ne pas me tromper, parce qu'il y a la fatigue. Et j'ai vu que si on avait perdu au premier tour, j'aurais été un peu tout seul. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui veulent s'accaparer ce succès. La fédération, merci. Et les joueurs, c'est que les joueurs, personne d'autre. Comme je l'ai dit, les escrocs qui disent que j'ai fait ça, même moi, j'ai rien fait. J'ai juste leur ai donné cette envie et cette rage. Wow! Hey, on est à la recherche d'un entraîneur à Montréal. Ça ne tente pas, monsieur le sélectionneur? Attends, il n'a rien fait, il vient de le dire. C'est les escrocs qui disent que c'est à cause de lui. Non, mais il est incroyable? En tout cas, quel personnage incroyable. Hey, je vais vous lancer avec la question qu'on a demandé à tes fans, Olivier, sur Twitter. Le Maroc, champion du mondial, ce serait? Compléter la phrase. Ce serait pas illogique, en tout cas. Tellement la réponse la plus Olivier Tremblay. Non, mais comment est-ce que qui que ce soit peut prétendre que le Maroc n'a pas d'affaires là, au vu de ce qu'on a, de ce dont on a été témoin au cours des dernières semaines avec ce qu'ils ont fait? Je pense qu'il n'y aurait rien d'illogique à ce qu'ils soient champions du monde, les Marocains. C'est une équipe qui me jette à terre chaque fois que je la regarde jouer. C'est formidable. Fait que, mais il y en a qui disent, entre autres, Alex Morin a dit, quelle avancée ce serait pour le foot africain. Ben Ce serait quand même incroyable. Oui, franchement, je dirais historique, mais plus que ça, c'est même pas une avancée pour le foot africain, ce serait une avancée pour l'Afrique en tant que telle. Parce que il y a toujours un complexe d'infériorité qui arrive lorsqu'on mène une compétition ou même dans d'autres aspects de la société africaine qui font que tu as l'impression d'être toujours en retard, de ne pas avoir le droit de t'exprimer à ton plein potentiel. Il y avait pas mal de discussions. Je me souviens d'une phrase de Samuel Eto'o, qui paraissait extravagante avant la Coupe du Monde, à dire que le Maroc irait en finale de la Coupe du Monde. Je veux dire, on le prenait pour un fou. Non, mais il ne peut pas dire que le Cameroun va gagner la Coupe du Monde, en même temps dire que le Maroc... il parle des deux côtés de sa bouche un peu, mais je comprends ton point. Il parlait d'une confrontation entre le Maroc et le Cameroun. C'est pour ça qu'il y avait quand même une petite place pour le Cameroun. Mais au-delà de ça, c'est vraiment de dire que c'est plus impossible de rêver pour l'Afrique, en fait. Et moi, c'est vraiment le statement que je garde
Walid Regragui qui parle justement de la victoire du Maroc, mais qui associe cette victoire à l'Afrique en tant que telle et de se dire que tu as le droit de rêver, tu as le droit d'avoir des aspirations, tu as le droit d'être ambitieux aussi malgré les difficultés. Et il y va pas par le talent, c'est ce que j'aime aussi. Il est très réaliste dans ses propos. Il dit pas qu'il a la meilleure équipe que Pom de l'autre côté avec le Portugal. C'est magnifique. Mais voilà, il est avec sa réalité. Sa réalité, c'est les joueurs qu'il a en présence, c'est l'abnégation, c'est le courage, la détermination et la fierté d'un drapeau. Et c'est tout aussi beau d'admirer un Lionel Messi ou un Kylian Mbappé dans d'autres nations aussi. Donc bravo au Maroc. Puis je sais qu'il dit que c'est une question de joueurs et tout ça, mais il faut vraiment pas passer sous silence le fait que tous les sélectionneurs des équipes africaines étaient eux-mêmes des représentants de l'Afrique, de leur pays, que ce soit par la nationalité sportive ou autre. Oui, Regragui est né en France, par exemple. C'est le cas d'autres sélectionneurs. Mais c'est pas vrai que tu as besoin d'un entraîneur européen pour diriger ta sélection africaine. C'est pas vrai du tout. Puis je sais qu'il essaie de rabaisser un peu qu'est-ce que lui-même a fait. Mais quand tu regardes la qualité d'organisation de cette équipe-là, il y a du travail qui est fait en amont. Oui, il arrive en pompier de service, encore une fois. On va reprendre ces mots parce que c'est tellement délicieux. Mais il y a des talents sur le terrain puis sur le banc en Afrique. Mais là, entre autres, Francis Dubord dit ce serait le party pendant au moins une décennie au Maroc. On ne peut même pas imaginer ce serait quoi. Il y en a beaucoup qui ont parlé du fait que ce serait, en quelque sorte, un exploit québécois. Parce qu'il faut rappeler que le gardien Bono, un petit gars de Côte-des-Neiges, de Montréal. Donc, bon, les gens ici cherchent une façon de s'approprier un peu cette... Non, mais c'est correct aussi. Non, mais pourquoi pas? Dans le sens où il n'y a pas seulement un chemin pour arriver à tes fins. Il y a peut-être des jeunes qui naissent ici avec une double nationalité, puis ils regardent aujourd'hui, il y en est où? Courtisé peut-être par même le Real Madrid. Donc, pourquoi pas? Tu sais, quand on parlait de la Coupe du Monde, avant même le début du tournoi, des prédictions, une référence à laquelle je faisais quand je disais que le Canada, tu sais, on sait jamais, tout peut arriver, il y a toujours une équipe Cendrillon. Regardez, la Grèce a déjà gagné la Coupe du Monde. Et là, dans les derniers jours... L'Euro. Hein? La Grèce a jamais gagné la Coupe du Monde. Oui, c'est ça. L'Euro, pardon. Ça aurait été... Non, mais quand même, c'était quand même phénoménal. Et là, tout le monde m'a envoyé des messages. Et pour ne pas le nommer, notre ami affectateur, Simon Crémer, m'écrivait hier avec des insultes. Non, c'est vrai. Est-ce que le Maroc de 2022 est la Grèce de 2004? En quelque sorte, j'ai dit calme-toi. Parce que moi, pourquoi j'ai toujours dit ça? Si on se souvient comment la Grèce avait gagné... Ouais. La Grèce ne jouait pas vraiment. Ils sont pas en train le Maroc n'est pas en train d'endormir 6 milliards d'humains pour gagner un tournoi. Là. Voilà. Simon dit ça seulement parce qu'il est représentant de la Belgique qui était, bon, ça a donné comme ça, l'équipe la plus faible d'un groupe à la Coupe du Monde. Il est amer, je comprends ça. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est déjà arrivé que des nations se retrouvaient assez loin dans un tournoi important comme la Coupe du Monde et l'Euro, puis tu te disais, ben voyons, qu'est-ce qu'ils font là? Mais le Maroc joue. Oui, il joue. Le Maroc mérite sa place. Bien sûr, ils jouent avec leur force, ils jouent avec la volonté de bien défendre, bien entendu, mais aussi de se projeter vers l'avant quand ils en ont l'occasion. Et ce but incroyable. Et même ces occasions, ils auraient pu mettre un deuxième but en fin de partie, de façon très logique aussi. Donc, je pense pas qu'il faille regarder le Maroc dans ce spectre-là. Sinon, on pourrait le faire pour la France en 2018 aussi. Je veux dire, c'était pas une équipe ultra offensive. C'était un bloc vraiment compact avec des flamèches offensives d'Mbappé, entre autres. Mais je veux dire, c'est le Maroc, là. Ils arrivent avec le potentiel qu'ils ont, qui était assez bas au début de cette Coupe du Monde. Ils arrivent à le sublimer, à aller au bout de leur potentiel. Et je veux dire, ils n'ont pas les joueurs que d'autres grandes nations peuvent avoir. Donc, c'est compliqué, en fait, de les critiquer de cette façon-là. Et je trouve qu'il y a sincèrement, les gestes techniques les plus beaux, je les ai vus au Maroc. Moi, je veux dire, quand je vois Boufal faire ce qu'il fait face à l'Espagne, sans toucher le ballon, double feinte de corps, il met le gars par terre. C'est extraordinaire. Ils ont des joueurs offensifs de super qualité aussi, des joueurs qui sont convoités par le Barça aussi aujourd'hui. Je veux dire, c'est fort, c'est vraiment fort ce qu'ils arrivent à faire. Et je pense qu'il faut pas réduire le Maroc à seulement une équipe défensive. Là, c'est pas totalement vrai. D'autant plus que leur défensive est en train de s'émietter complètement. Ça y est, se jouer sur une jambe contre le Portugal. Il a donné 1 heure de jeu. Je ne sais pas c'est quoi exactement son état. Mais est-ce que ça t'inquiète, ça? Est-ce que tu as peur que si le Maroc veut espérer aller jusqu'au bout, est-ce que ça peut commencer à là, c'est parce que l'élastique commence à être étiré. Quand tu as un Marzaoui qui
qui est blessé, déjà Aguerd qui n'a pas joué le dernier match, là, Saïs qui tombe au combat. Oui, tu as Hakimi, puis derrière, après ça, c'est ça c'est le truc qui me tanne un peu. Oui, il y avait des raisons de changer de système contre le Portugal puis de mettre 3 centraux derrière, mais c'est ça, tu sais, la question que je me posais, est-ce que ça veut dire que pour remplacer Romain Saïs, tu as besoin de 2 gars derrière, puis là, tu as besoin de changer ton système, puis là, ça devient une question d'adapter ton système alors que tu en as un qui fonctionne, qui est vraiment super efficace, puis que c'est pas seulement juste mettre 11 gars derrière le ballon, ça sort pour presser, là. Il y a vraiment quelque chose de proactif dans le jeu du Maroc, mais quand ta défense comme ça est en train de tomber en lambeaux, je suis un petit peu plus nerveux là, à l'approche de la demi-finale. Ça. Puis il y a de la qualité en face, il y a de la vitesse, de la percussion aussi. Avec un Mbappé, je veux dire, j'ai du mal à imaginer que sur 90 minutes, il ne puisse pas trouver la faille. Parce qu'au vu de ce qu'on a vu aussi, le Portugal a eu des possibilités, beaucoup de possibilités aussi. Ouais. Donc, sur 2 matchs, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais écoute, si ça devait s'arrêter là, ce serait fabuleux aussi. C'est juste incroyable ce qu'ils ont réussi à faire collectivement, individuellement aussi. Mrabat... faut qu'il signe à Paris, je suis désolé là, mais c'est le gars qu'il faut au milieu de terrain, c'est pas possible ce qu'il arrive à faire, c'est juste incroyable. Unai, je veux dire, ça a perdu. C'est incroyable. Et Angers, j'ai lu une entrevue du président d'Angers. Alors lui qui est en difficulté financière et qui se retrouvait en Ligue 2 l'année prochaine, il a déclaré que les portes étaient ouvertes aujourd'hui pour un départ. Je veux dire, c'est fabuleux ce qui lui arrive. Il est je veux dire, ils sont en galère financière là, ce club-là, c'est extrêmement compliqué. Et puis, il suffit d'une entrevue avec Luis Enrique à la fin du match face à l'Espagne qui déclare tout simplement à se dire « Mais c'est qui ce milieu de terrain là ? C'est qui Unai là ? C'est qui ce gars ? Il est incroyable !» Et tout le monde voit ce qu'il arrive à faire du jour au lendemain. Puis tu vois la presse, Marca qui poste ce matin. Il faut au Barça, il faut ce joueur-là au Barça. Mais t'imagines la vie de ces... Sa vie vient de changer. C'est incroyable, c'est beau et c'est l'histoire de la Coupe du Monde aussi. Donc bravo au Maroc, vraiment. Ouais. Hassoun, OK, on va en parler de ta France. Maintenant qu'au moins, il va arrêter de nous casser les oreilles avec Ronaldo, on a ça de régler, hein, c'est correct. Pendant une semaine, parce qu'après ça, on va recommencer le téléroman Ronaldo, ça va. Ta France, là déjà, j'ai l'impression que je cite tout le département des sports. Là, on n'a pas le choix de citer David Rioux, notre ami des réseaux sociaux, qui depuis le début porte son chandail de Giroud fièrement. C'est vrai. Giroud, surnommé, je répète, la tour par Robert Frozy, mais ce fut une tour assez efficace. J'aimerais bien revoir Robert, avoir des discussions. Oui, c'est ça, qui permet vraiment d'aller chercher cette victoire-là in extremis de la France, parce que, bon, si un certain Harry Kane ne rate pas ce 2e penalty, s'il ne fait pas un 3 points, parce qu'on sent... Là, c'était raté solide. C'était pas un poteau ou un tir mou à l'Alfonso Davies. C'était ses intérêts de NFL. Là, c'est ça. Il se dit, il cherche un après-carrière. Mais après ça, ça aurait été 2-2. Puis qui sait ce qui serait arrivé par la suite. On avait dit à Hassoun, j'avais dit ça, je crois que tu étais d'accord, que c'était peut-être le match qui pouvait venir ennuyer la France à la lumière de ce que les Anglais avaient présenté au cours des derniers matchs. Ça a été quand même pas si facile, mais là, ils sont avec la victoire. Donc, toi, tu penses qu'ils sont partis pour la gloire? Je veux dire, les Anglais sont incroyables, ils sont forts, ils ont une équipe exceptionnelle. J'ai envie de dire 2 équipes exceptionnelles quand on voit sur le banc, c'est juste... c'est trop de talent, c'est incroyable. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une autre nation qui ait autant de potentiel. Beaucoup de qualité. Bellingham qui a déclaré que la meilleure équipe était sortie face à la France. Je suis d'accord avec lui, mais jusqu'à un certain point où la meilleure équipe, c'est celle qui passe, malheureusement, et pour eux. Et la France, je suis désolé, là, c'est le nouvel Allemagne des années 80, en fait. Oui, mais là, mettons 2 pénaltys. Là, c'était pas discutable. Là, c'était des vrais... Ben là, tu vas commencer à me dire... Non. C'était des pénaltys. 100%. Mais là, est-ce qu'à un moment donné, ça aussi, c'est quand même 2 pénaltys, ça aurait pu jouer contre eux. Est-ce qu'il va falloir faire attention à ce côté... La discipline, hein, comme on dit, Oli. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait venir ennuyer la France, tu penses? Ben, en théorie, oui, parce que tu regardes l'action du 2e penalty, comment ça se déploie aussi. C'est un beau plaquage. C'est peut-être Ben oui, c'est ça, une bonne mise en échec pour ceux qui aiment le hockey. Mais c'est peut-être le genre de situation que le Maroc pourrait potentiellement créer aussi, tu sais, quand t'es en transition, quand la France est ouverte comme ça, quand elle essaie de se porter vers l'avant.
Moi, je continue à penser qu'il y a une chance qu'Antoine Griezmann existe pour la France parce que sinon, ce serait 2 segments de jeu totalement séparés l'un de l'autre, puis il n'y a pas de lien entre les deux. C'est Griezmann qui fait le lien entre les deux. Donc ça fait en sorte que pour moi, la France, c'est une équipe qui peut être le bloc peut être étiré, puis ça peut créer ce genre de situation-là où est-ce que les défenseurs doivent faire des interventions un peu dernière minute comme ça, quand ils ne sont pas carrément idiotes. Celle du penalty, c'était n'importe quoi. Là. Pourquoi tu dis lâchez-moi avant on entre en onde? Pourquoi tu es comme lâchez-moi avec Giroud? Qu'est-ce que t'as, là? Après Mbappé, après Ronaldo, là, c'est Giroud là, que t'aimes plus. Là. Parce que tout le monde... Non, mais c'est parce que tout le monde parle de Mbappé. Là, soudainement, tout le monde parle de Giroud. Moi, je pense que c'est m'excuse, mais Antoine Griezmann. C'est tout ce que j'ai à dire. Antoine Griezmann. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est plus le fait que tout le monde parlait de la France ou parle du PSG ou parle de la France à cause de Mbappé. Puis finalement, on dit, wow, attends, l'autre qui est dans l'ombre, là, il en fait beaucoup aussi pour le club. Moi, je pense que c'est juste en comparaison avec Mbappé. Mais si on parle de révélation... Olivier Giroud, es-tu vraiment dans l'ombre tant que ça? Ben, dans l'ombre de Mbappé. Vraiment Il est sorti de l'ombre, là. Non, mais si tu parles de belles révélations, c'est Antoine Griezmann dans cette Coupe du Monde. Pour moi, c'est le meilleur joueur du tournoi. Non, mais on le savait mais il était comme disparu dans la brume depuis j'allais dire quelques années, quasiment. Là. C'est le meilleur joueur du tournoi. Si on enlève l'aspect marketing, l'aspect, je veux dire, tout ce qui va avec le star system, etc., et que tu te concentres sur ce qu'arrive à produire un joueur sur un terrain de foot, Antoine Griezmann, c'est fabuleux ce qu'il arrive à faire. C'est incroyable. Donne-moi la feuille, je signe avec toi. C'est incroyable. Et j'ai eu ce débat encore au Café Olympico hier avec des amis. Mais pareil, c'est ça, j'envoie des cafés. Mais je te jure que j'ai des amis qui admirent Messi, qui arrivent à développer des sentiments d'admiration sur des joueurs fabuleux, il n'y a pas de problème. Mais sincèrement, Griezmann, si tu te concentres sur sa fiche et sur ce qu'il arrive à faire pendant 90 minutes pour cette équipe, mais il n'y a pas un joueur dans n'importe quelle nation qui a fait plus que lui. Défensivement, c'est lui qui est là. À la passe, c'est lui qui est là. À la conclusion, c'est lui qui est là. Je veux dire, il fait tout. Il fait tout et il arrive à éclipser limite un Mbappé, tout non, star. Pas limite. Pas limite. Il est star. Non, mais Mbappé a mis 5 buts, il faut lui donner. C'est exceptionnel. Il faut arriver à faire ce qu'il fait, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que lui, c'est pas flamboyant, c'est pas des buts. Mais c'est ça, le joueur numéro 1 aujourd'hui de l'équipe de France, pour moi, c'est Griezmann. Je rejoins Olivier. Et j'en arrive même à dire que peut-être le meilleur joueur de l'équipe de France depuis que Zidane a arrêté l'équipe de France, c'est Griezmann. Ben voyons. Et il est tout le temps là, toujours décisif en équipe de France. Il disait pas ça il y a 2 semaines. Là. Non, mais on disait ça il y a 4 ans aussi. Non, mais on regarde ce qu'il fait. Il faut regarder ce qu'il fait. Il faut être très objectif. Je veux dire, on n'est pas non plus devin de savoir ce qu'il va faire. Moi, j'avais aucune idée qu'il puisse justement sortir de ces 4 ans de galère avec Barcelone, avec l'Atlético. Il jouait 30 minutes par match. Et qu'il puisse livrer ça, je vais dire, il n'y a que lui pour y croire. Il n'y a que lui pour y croire et pour nous montrer ce qu'il fait. Et il faut le dire, ce qu'il arrive à faire là aujourd'hui, c'est juste... incroyable, franchement, bravo à lui, je suis épaté. On connaît la réponse d'Assun, mais toi, Ali, est-ce que tu penses que présentement c'est la meilleure équipe et que la France a ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout? Est-ce que je pense que c'est la meilleure équipe? Non. Est-ce que je pense que c'est l'équipe la mieux outillée pour aller gagner une Coupe du Monde? Peut-être. OK. On revient sur vos prédictions. Je sais, Assun. Oui. Je sais ta prédiction, je sais. On sait tous. OK. On se tourne vers... Non, mais je sais. Excuse-moi de te brimer, là, Assun. Allez, les bleus. Allez, les bleus. Il va chanter, en plus. Il chante. Hey. OK, les gars, c'est le temps de parler de l'Argentine. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Bueno. Fait que Lionel Messi n'était pas content pendant ses entrevues. Il dit à ses amis néerlandais regarde de me regarder puis votant. Puis, mon bout préféré, le journaliste qui dit du calme, Léo, ça va. Je peux-tu dire que si moi je tenais le micro, non seulement je dirais pas du calme, Léo, je serais comme continue donc, ça fait de la bonne TV, ça. Il était vraiment pas content. On a parlé de l'Argentine plusieurs fois dans les dernières semaines et une inquiétude que nous avions tous, Oli, entre autres, t'en avais parlé, c'est que on disait l'Argentine peut tout faire, mais on a l'impression que présentement, ça repose uniquement sur Lionel Messi. Ils ont le talent, ils ont le potentiel, mais on dirait que ça ne débloque pas. As-tu l'impression que ça a débloqué finalement dans ce match-là? J'ai l'impression que ça a débloqué un peu, mais je me demande à quel point c'était facilité par le fait que, pour moi, les Néerlandais ont fait leur pire match du tournoi jusqu'à l'entrée de Weghorst. J'adore ton accent néerlandais, pour ça.
Dis-moi ça. Gros fan. Dis-moi ça. Avec Horst. Puis Johnston, comment on le dit? Bjorn. Il n'est pas néerlandais, mais c'est juste que je trouve que tu es un très bon linguiste. Je cherchais le fond. Bjorn. OK, c'est bon. Le lien était ténu. Non, mais je sais, mais ça me fait rire quand tu dis... T'es comme le Pierre Roud des noms de foot. J'espère que tu sais qu'il y a probablement un Néerlandais quelque part qui dit non, c'est pas comme ça que ça se prononce tout à fait. Non, mais écoute, appelez-nous Néerlandais, dites-nous si Olivier est là. Excuse-moi, Ali, c'est juste... Vas-y. Tu vois, j'ai perdu ma pensée. Mais mais tu dis le pire match de tes amis néerlandais. C'est ça. Pour moi, c'était jusqu'à l'entrée de Weghorst leur pire match. Fait que dans cette optique-là, je sais pas à quel point l'Argentine était si en forme que ça dans cette rencontre-là. Mais oui, je pense que tranquillement, pas vite, l'Argentine monte en puissance dans ce tournoi-là. Ça revient pas seulement à donne le ballon à Léo puis il va faire quelque chose. Ça a été ça pendant plusieurs matchs dans le tournoi. Mais je continue à penser que c'est pas l'équipe d'Argentine qu'on attendait dans ce tournoi-là. On s'attendait à une équipe pas mal plus étoffée, plus équilibrée que ça. C'est pas le cas du tout. Ça va être compliqué contre la Croatie. Ça va être vraiment, vraiment compliqué, j'ai l'impression. Parce que... Mais en même temps, d'arriver comme ça avec 2 buts des Néerlandais, les placer devant d'autres embûches, puis s'en sortir encore... J'ai pas l'impression que si l'Argentine gagne cette Coupe du Monde-ci, ça va être le triomphe. Ça va être le triomphe du système ou ça va être le triomphe des différents individus. Même Lionel Messi, ça va être juste le triomphe d'une nation qui croit en quelque chose. Est-ce que tu trouves que c'était mieux, Hassoun, de leur part, de ce match-là, ou il y a encore des points d'interrogation de ton côté? Non, c'est sûr qu'on on a l'impression, là encore, que c'est... Peu importe la manière... Pourvu qu'on arrive à nos fins. Et nos fins, c'est de voir enfin Lionel Messi soulever une Coupe du Monde. J'ai l'impression que peu importe la façon, là, mais tu as toute cette équipe qui se met derrière lui et qui essaye de jouer. C'est pas un beau football, c'est pas le football que j'ai envie de voir de l'Argentine, personnellement. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à plus de cette équipe? J'en suis pas sûr. Beaucoup de joueurs aussi ont perdu pas mal confiance. Mais tu sais, on peut analyser puis dire que c'est pas le meilleur foot et tout, mais en tant que fan de foot, il y a personne qui serait triste de voir Lionel Messi les Brésiliens. Une Coupe du Monde. Oui, je sais, mais je parle, mettons, de nous. Non, c'est sûr que ce serait le Graal pour lui, mais sincèrement, je les vois pas passer face à la Croatie. Je vois un remake historique entre la Croatie et la France en finale, en fait. C'est l'impression que j'ai. C'est pas les équipes les plus flamboyantes, c'est pas les équipes qui font le plus beau jeu, certes, mais je veux dire, ils ont un truc, cette façon de savoir gagner quand il faut, en fait, qui fait que c'est les ingrédients nécessaires pour passer dans ce tournoi. En fait, on parle de la Coupe du Monde, et j'ai l'impression que la Croatie est mieux armée, en fait, que l'Argentine pour passer, donc on verra ce que ça donne. J'aimerais voir un France-Argentine en finale, mais on croit moins. Mon impression fera que Modric et compagnie sont mieux armés. Parlons-en de la Croatie. Ali, tu l'as écrit dans des textes d'analyse. Je l'ai écrit dans des textes d'analyse parce que l'histoire se répète. L'équipe qui trouve toujours un moyen de gagner ou l'équipe qui avance sans même gagner, c'est phénoménal. La Croatie n'a jamais rien fait de fracassant, ne marque pas de but. Mais déjà, tu ne veux pas te retrouver en prolongation ou en haut tir contre la Croatie parce qu'on dirait que tu es battu d'avance. Ils n'ont pas gagné un match à la Coupe du Monde éliminatoire en 90 minutes depuis 98. C'est hallucinant. Les autres, plus le match évolue, plus ils gagnent en confiance, plus leur expérience dans ces moments-là leur sert. Mais là, moi, je me dis à un moment donné, tu peux pas t'en sortir indéfiniment dans des situations comme ça quand tu marques pas de but. Si, ils y arrivent. Non, mais j'en reviens. Chaque match, je me dis, c'est terminé, tu sais, à un moment donné. C'était précisément mon questionnement bien avant le début du tournoi, en fait. Si la Croatie sort du groupe, puis qu'après ça, ils font un parcours en éliminatoire, à quel moment est-ce que tout le temps aller en prolongation, ça va finir par les couler? Puis jusqu'à maintenant, non. Et je pense qu'il faut rendre hommage à la fois au sélectionneur, Dalic, mais aussi à ce milieu de terrain-là qui réussit d'une manière ou d'une autre à
à la fois déployer des efforts puis s'économiser. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment Modric le fait. C'est ça, il a l'air nul. Il a l'air archi nul des fois pendant les matchs. Je me suis dit, mais attends, mais il est bourré ou quoi? À lever des passes comme ça, de cette façon. Puis après, il revient à son niveau stratosphérique. Tu te dis, mais le gars, il est trop fort, c'est pas possible. Et il joue comme ça pendant 90 minutes et plus. Je veux dire, c'est à cet âge-là. Mais est-ce qu'il nous a servi sa fameuse passe décisive extérieure? Elle va arriver. Ça se passe contre l'Argentine. Pour l'Argentine. Incroyable. C'est incroyable. Bon, la Croatie, c'est dur de prédire qu'est-ce qu'ils vont faire. On ne sait jamais. Mais là, il faut se mouiller parce que, comme j'ai dit, le prochain balado, ce serait après cette grande finale-là. Donc, bon, Hassoun. Qui remportera la Coupe du Monde? La finale sera la France face à la Croatie. Un remake historique. Et doubler l'histoire du côté de la France. La France sera 2 fois doublement champion du monde. Donc, Kylian Mbappé, à 23 ans, pourra déposer le micro. Le mic, non, j'aime mieux le mic. Le mic et le ballon et dire c'est bon, j'arrête ma carrière. Le reste m'ennuie. Tu sais, comme les enfants précoces à l'école, où tu leur proposes des championnats de France, des Ligues des Champions. Ils s'ennuient un petit peu, ils ont besoin de très très haut. Donc, Kylian, à 23 ans, il arrêtera. Voilà. C'était quoi son nouveau surnom? Ben là, on avait dit Kix. Kix drop le mic. Non, mais on avait dit Kix, mais là, cette semaine, RMC Sport, ça disait Kiki. KY. Un autre mix. Mais l'un ou l'autre, ça fait pas très crédible, on s'entend. Kix, passe-moi le ballon. Kix. Kiki, c'est mon surnom, en fait. Ah bon? Ça aurait tellement pas dû dire ça. Moi, c'est KY. Ça aurait tellement pas dû dire ça. C'était mieux ça que quand j'étais sur le terrain, quand j'étais petite. On est à Radio-Canada, je peux dire ça, mais tu sais, on est au Québec. Chris, passe-moi le ballon. J'aimais pas beaucoup ça. Fait que ça a dévié. C'est toi qui l'as changé, alors? Ben, en fait, tu veux vraiment que je te parle de toute mon enfance? C'est mon tour, la psychanalyse? Non, mais ça a commencé mon nom quand j'étais très jeune, à 2 ans. Elle y va. Ça a suivi sur le terrain de soccer, mais tu sais, je pense que ça s'applique plus à moi, jeune fille de 12 ans qui joue au soccer, que Kylian Mbappé sur un terrain à la Coupe du Monde. C'est autre chose, c'est vrai. Je dis ça. Bon, Olivier, ouais. Là, il y a le cœur, il y a tes statistiques avancées, il y a ta tête. Qui gagne? Ça va être, la France, dans un premier temps, va se rendre en finale contre l'Argentine parce que Enzo Fernandez va blesser Modric en première mi-temps. C'est la seule porte de sortie. Puis, écoute, je suis avec Hassoun. Je pense que la France, c'est comment gagner. Ils devraient avoir plus de difficultés que ça, les Français, mais pour X, Y raison, ils n'ont pas trouvé la solution. Toujours Didier Deschamps, génie du soccer moderne. C'est incroyable, incroyable. Ben, je suis avec vous. La France va gagner, mais habituellement, quand je dis quelque chose, il se passe le contraire. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Va pour l'Argentine. Non, j'y vais. Il va pour le reverse jinx avec Messi gagne sa Coupe du Monde. Non, mais j'y vais avec la France, mais en même temps, je ne serais pas surprise qu'il se passe quelque chose de complètement champ gauche, parce que cette Coupe du Monde-là est un peu n'importe quoi, là. Mais tu sais, des fois, ça joue à des détails, on ne sait jamais. Je veux dire, il y a une faute d'un défenseur français dans la boîte. Elle va aller le Maroc marque un pénalty. Le Maroc marque un pénalty, puis après ça, ils se mettent à jouer comme la Grèce. Ils joueront pas comme moi. Non, mais quand je veux dire, tu comprends, c'est que il y a la logique et tout peut arriver. Si jamais le Maroc parvient à passer la France, ce qui est quasi impossible. Ah, on sait pas. Il y a match. Non, mais l'affaire, c'est qu'on pense que c'est impossible, mais on disait que c'est impossible que le Maroc se retrouve en demi-finale, puis ils sont, tu sais, je te parle de logique, sur papier, là, la France est supposée d'être là, le Maroc n'est pas supposé d'être là. Mais si jamais il arrive quelque chose, puis le Maroc bat la France, ben je me dis là, la porte est grande ouverte, puis ils sont capables de gagner. Quoi qu'il arrive, ce sera beau. De voir un pays africain aller en finale de Coupe du Monde sera historique. La Croatie, s'ils remettent ça et qu'ils sont champions, c'est juste fou. Messi, on n'en parle pas. Et Kix, double champion du monde. Un Messi, Mbappé en finale, ce serait quand même on magique. On demande ça. Sincèrement, j'aimerais voir ça. J'aimerais voir cette... ce serait une finale qui entrerait dans l'histoire et qui susciterait des émotions pour tout le monde. Il y a cette confrontation, il y a ce regard en club aussi, de savoir qui est le roi et est-ce que Kylian est le prince encore ou le roi déjà. Donc, il y a toute cette
aura-là qu'il aura. Et je pense que si Kylian Mbappé gagne contre Messi, son aura au niveau du football mondial fera de lui, franchement, un Pelé dans l'idée là. Non, mais tu as dit, il arrête de jouer, donc c'est parfait. Plus de chicane au Paris Saint-Germain. Non, ça, c'est autre chose. Il fait juste, il arrête de S'il se jouer. recycle du directeur sportif, ils n'ont pas fini. Ça, c'est ça son prochain projet. Les conséquences au Paris Saint-Germain, ça, on en parle dans une semaine. Ouais, il y aura de gros problèmes. Il n'y a rien qui s'arrange, là, parce que la tête a juste enflé davantage. Là, toi, tu as dit que ton joueur... Pour toi, le joueur du tournoi, c'est Antoine Griezmann, mais je pense qu'il faut reconnaître qu'il ne gagnera pas ce titre-là, mettons. Là. En fait, c'est en mettre en marge, justement, l'aura. Je pense que si on suit la logique de la Coupe du Monde, ils ont toujours donné le trophée du meilleur joueur au plus connu, entre guillemets. Le connu, celui qui marque des buts. Même encore de finale, c'est Giroud qui a le trophée du joueur du match. C'est vrai. Pour moi, c'est Griezmann encore. C'est ça. Donc, non, mais moi, je suis d'accord avec vous, mais le principe, c'est qu'on récompense la vedette, celui qui marque des buts. Ouais, je voulais juste mettre en lumière le travail de Griezmann, qui est juste incroyable, exceptionnel. Et puis, écoute, si c'est Mbappé, tout ira bien, mais Griezmann est juste fabuleux pendant cette Coupe du Monde. Il le mériterait. Mais de toute façon, les puristes savent que notre vraie finale de Coupe du Monde, c'est Griezmann contre Amrabat. Exactement. Ça va être notre finale. Effectivement. Mais ce qui est le fun, c'est que le match, bon, peut-être que pour eux, c'est pas important, mais le match de 3e place va être vraiment intéressant, peu importe qui ce sera. Tu sais, mettons pour un Maroc, là, si on se retrouve au niveau du Maroc dans le match de 3e place, ça reste historique. Argentine-Maroc, selon Hassoun. Argentine-Maroc, ce serait quand même un excellent match. En fait, tous les matchs sont excellents ou presque jusqu'à présent. Ouais, magnifique Coupe du Monde. Franchement, c'était... Donc, les prochain balado, on vous enregistre un balado le lundi matin au lendemain de la grande finale. Avant qu'on se laisse aller, les gars, on revient aux bonnes habitudes. Il faut parler un peu de soccer féminin. Il y a eu une très belle annonce. Une annonce. L'annonce va être faite aujourd'hui, mais ça a commencé à fuiter vendredi concernant l'une de nos Québécoises, Gabrielle Carle. Je pense que la NWSL aussi, c'est une ligue qui est très médiatisée. Tu es dans l'avant-plan. Mais en fait, je pense que c'est vraiment plus une question de challenge. Je pense que je vais être très challengée dans la NWSL, puis je pense que j'ai besoin de ça en ce moment pour essayer de faire la Coupe du Monde. Alors, Gabrielle Carle, on sait, à sa première année chez les pros, jouait en Suède aux côtés d'Evelyne Viens. Et là, on apprend qu'elle a signé un contrat de 2 ans dans NWSL avec le Spirit de Washington. Une équipe pas pire du tout, qui a déjà été championne. Des pas pires attaquantes, comme une certaine Trinity Rodman dans cette équipe-là. Puis la question, c'était, pourquoi tu as choisi de faire ça? Elle voulait de nouveaux défis, mais tu sais, je pense, elle l'a dit un peu à mot couvert, mais c'est pas étranger aussi au fait que la Coupe du monde féminine s'en vient l'été prochain. Gabrielle Carle a été sélectionnée parfois a été laissée de côté, et peut-être présentement encore à la limite où elle veut gagner sa place. Elle n'a pas une place nécessairement assurée. Et là, évidemment, c'est une question de visibilité. Tu sais, je veux dire, on sait nous-mêmes, essayer de voir un match de la première ligue suédoise, méchant défi. Là, tu te ramasses à jouer en NWS. Non, mais c'est vrai. L'agent de Gabrielle Carle me disait qu'il avait de la misère à voir sa joueuse jouer. NWSL, non seulement c'est diffusé sur Radio-Canada Sport, entre autres, mais je veux dire, les grands réseaux américains qui diffusent des matchs aussi. Qu'est-ce que tu penses de cette décision-là, Ali, du côté de Gabrielle Carle? Je pense que ça tombe sous le sens. Ce qu'elle ne dit pas, comme tu l'as souligné, c'est quand même vrai qu'avec la NWSL, tu as un certain niveau, tu te mesures à beaucoup de ces joueuses-là que tu vas croiser à la Coupe du monde aussi. Donc ça il y a cet aspect-là. Le degré de compétitivité du championnat, je suis pas en train de dire qu'en Scandinavie, c'est pas des bons championnats, mais il y a un étalon de mesure qui est plus facile à aller chercher pour une Bev Priestman, de regarder comment Gabrielle Carle se comporte contre une Sophia Smith quand tu joues contre Portland, par exemple. Si tu sais que tu as des aspirations, tu veux affronter ces grandes sélections-là à la Coupe du monde l'été prochain, ça tombe absolument sous le sens. Ça tombe absolument sous le sens aussi que pour commencer sa carrière, qu'elle aille ailleurs, qu'elle se laisse désirer par la NWSL aussi, elle va y gagner. De ce côté-là. Ce que je comprends, c'est qu'elle y gagne aussi financièrement, parce que si tu te fais repêcher et tu vas jouer tout de suite en NWSL, tu as ton salaire minimum de recrue d'entrée, tandis que là, elle est allée jouer ailleurs, elle revient, elle a le pouvoir de négociation. Puis moi, quand j'ai vu ça, je me dis, OK, là, présentement, il va y avoir 2 Québécoises en NWSL, mais je dis, là, on voit que ça évolue. Tu as une fille du Québec qui est à sa 2e année chez les pros,
Et tout à coup, elle a des options devant elle. Parce qu'elle dit, c'est pas la seule offre qu'elle avait dans la NWSL. Elle en avait plusieurs. Elle en avait ailleurs. Puis là, tout à coup, elle pouvait rester en Suède où elle se développait super bien. Elle aurait pu sûrement aller ailleurs en Europe. Elle aurait pu aller à plusieurs endroits au niveau américain. Elle peut choisir. C'est fou, là. On n'était pas là il y a quelques années à peine d'avoir des options. Puis là, elle va jouer dans des stades où il y a 20 000 personnes en NWSL. Ben, ça va dans le bon sens. Je pense que c'est ce à quoi aspirait le soccer féminin aussi. Après, pour répondre à ta question sur Bev Priestman, sur la visibilité en fait en Suède, je pense que c'est un des aspects, mais qui vient après la compétitivité et le fait de pouvoir se mesurer à d'autres filles beaucoup plus fortes. J'en avais moi le doute au début. Je me souviens que Evelyne Viens, justement, je me posais la question à savoir si elle allait être rappelée par Bev Priestman du fait qu'elle jouait à l'étranger ou dans ce championnat-là. Puis finalement, au dernier rassemblement, elle a été prise et a été au rassemblement. Donc, je pense que quand tu arrives à avoir ces qualités, à te montrer et à avoir l'opportunité de jouer, c'est déjà la chose la plus importante avant le fait de pouvoir être vu. Et comme tu l'as dit, je pense vraiment que c'est seulement le fait, pour moi, hein, la première animation chez un joueur, c'est de pouvoir jouer contre les meilleurs chaque week-end, chaque semaine après semaine et évoluer. Et par la suite, les choses arrivent naturellement. Mais quand tu es jeune, on en a parlé plein de fois là, dans le cas de Jonathan David ou des jeunes qui doivent choisir où aller. Le but est d'être dans des conditions où tu vas te mettre en valeur aussi. Puis il faut que tu joues. Faut jouer. Sur le banc. Et là, à Washington, il y a Kelly O'Hara, je vais dire légende, peut-être pas légende, mais grande défenseuse américaine qui a quitté. Fait que là, il y a aussi une ouverture au poste de défenseuse latérale gauche qui est, Gabrielle, j'ai demandé, parce qu'on sait qu'elle est polyvalente, qu'elle peut jouer en milieu de terrain aussi, est-ce que tu vas jouer en défense? Elle dit, j'espère vraiment. Elle se fait dire par des coachs, ben là, t'es vraiment bonne en milieu de terrain, mais elle a eu ça, puis elle aimerait mieux jouer en défense, mais c'est une bonne décision pour elle, puis il faut savoir, moi, je pense qu'elle a un niveau de jeu, puis elle a un style de jeu qui va s'adapter à ça. Du côté d'Evelyne Viens, on sait que ça s'est très mal passé à NWSL, puis là, elle, faut qu'elle joue, puis qu'elle marque des buts, puis ensuite, on embarque. Donc, c'est de bon augure. Ce qui est le fun, comme tu dis, Oli, c'est qu'on a une Coupe du Monde cet été. C'est pas parce que la Coupe du Monde masculine va prendre fin qu'on va manquer de contenu. Oh, non. Oh, pas du tout. Puis, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Gabrielle Carl, bonne nouvelle pour elle. La saison, je pense que les camps d'entraînement commencent, je sais plus, février, quelque chose comme ça, à peu près. Ça s'en vient bientôt. Ça s'en vient bientôt, donc on va suivre ça. Parce que je vous rappelle que Radio-Canada Sport est diffuseur francophone canadien la NWSL. Donc, ça va être le fun. Un match Red Stars de Chicago, Bianca Saint-Georges contre Gabrielle Carl. C'est qui va jouer pour Chicago? Ben là, il y a Bianca. C'est un exode. Mais oui, mais Bianca ne peut pas être toute seule contre 11 personnes. Ben là, je t'avais. Je vais me remettre en forme, puis je vais y aller. Il n'y a plus personne à Chicago. C'est comme Assun va aller jouer pour le CF Montréal parce qu'ils n'ont plus de défense. Moi, je vais aller jouer pour les Red Stars. Puis toi, Ali, ben, tu pourrais être sélectionneur, tu vois. Sélectionneur du CF Montréal. Arbitrer, moi. Arbitrer. Moi, je serais Aldo Ricciotti. Je distribuerais l'eau sur le banc de touche. T'aimes ça, les chandails d'arbitre, toi, de toute façon, n'est-ce pas? En passant, j'avais dit que si Ismaël Koné ou Jonathan David signaient avec Newcastle, j'allais porter fièrement ce chandail-là. Pour l'instant, Ismaël Koné, c'est réglé, il reste Jonathan David. Fait qu'il te reste peu de temps pour régler ça avant qu'il ait signé quoi? Avec Manchester United? Qu'est-ce qu'on a dit? Il va aller à Arsenal. Il va à Manchester United. Puis Messi s'en vient à Miami. C'est ça? Je sais pas. Et Gabriel Jesus un peu sur le carreau. C'est ça, il est blessé. C'est pour ça que je dis ça. Ouais, mais tu as dit Arsenal. Arsenal, à leur place, je ferais des pieds et des mains pour aller chercher Jonathan David. C'est ça qu'on disait, puis tu étais comme pas content. Ben non. Contre ça. Ben non, je compte ça. Pourquoi? Mais c'est bon pour le kid. Tu veux pas son bien? Ben, Newcastle, ce serait un super fit. Je pense. Il pense à son propre intérêt. Ce serait un super fit. Puis de deux, écoute, Arsenal n'a pas le même niveau d'ambition que Newcastle. Fait que, qu'est-ce que tu veux? Zéro objectif, c'est comme toi avec tes bleus. Et je te dis, une chance qu'il y a une personne objective dans ce trio-là. Non, mais que t'es là. Une chance que je suis là. C'est quand qu'il y a quelqu'un à Arsenal qui a dit « Hey, on voudrait ça gagner la Champions League. » Ça nous intéresse. Le Big Four. À part Jacques-Alexis Bernardin. Passer le Big Four. Jacques-Alexis, laisse ça tranquille. Il est à la recherche d'une nouvelle équipe puis une nouvelle identité parce que tous ses clubs perdent. Fait que là, il est triste. Hein, Jacques-Alexis? Ah, il est rendu marocain. Voilà. Good stuff. Comme tous les Haïtiens à Montréal, d'ailleurs. Il y a un bel article là-dessus et
on voit justement la beauté du Maroc qui arrive à rassembler tout le monde. Donc, petit clin d'œil aux Haïtiens et à toutes les communautés qui se rassemblent autour de cette ferveur. On lance ça dans la balle à Jacques-Alexis. Peu importe la nation qui gagne, je crois qu'on doit aller faire un épisode spécial dans le pays qui a gagné la Coupe du Monde. Je crois que c'est très important. Puis n'importe quel des 4 pays, moi, ça me convient comme destination. Oui, ça m'irait aussi. J'accepte. Olivier Tremblay, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci, Kiki. Pas que tu avais le choix. Monsieur Camara. J'aurais dire merci Kiki, mais je perds mon originalité. Bravo, Oli. Merci Assoun. Merci Jacques-Alexis derrière les tables tournantes. On se retrouve donc lundi prochain, lundi le 19, pour un épisode au lendemain de la Coupe du Monde. Merci d'avoir été là. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.